Alors, bonjour ou bonsoir à tous. Selon l'heure à laquelle vous écoutez le contenu de la formation sur le management des projets et programmes, toujours Ahmed Koulibaly de l'École panafricaine de l'entrepreneuriat et des métiers. Alors, nous poursuivons avec la formation sur le management. Toujours, nous étions toujours sur généralité sur le management. Nous avons évoqué la communication comme un outil puissant du management. Nous avons évoqué le leadership comme un outil puissant du management. Maintenant, nous allons tout simplement donner certaines règles, des règles vraiment et des outils de conduite d'un projet. Voilà. C'est vrai que nous avons vu la communication, nous avons dit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faudrait pas faire. Nous avons vu les différents types de leadership, les styles de leadership. Nous avons cité quelques styles de leadership. Nous avons donné les avantages et les inconvénients de chaque style de leadership. Maintenant, ce que nous allons voir, ce sont des erreurs à ne pas commettre. Et nous appelons ça tout simplement des maladies, les maladies de gestion de projet. Voilà, donc les maladies de gestion de projet ou encore les syndromes dans la gestion, par exemple, d'un projet. Que ce soit un projet de développement ou que ce soit un projet marchand, voici des erreurs à ne pas commettre. Voilà, donc là, il suffit simplement d'être très attentif sur les maladies en fait qui peuvent en fait être un frein dans la gestion d'un projet, qui peuvent être un frein dans l'atteinte des objectifs dans un projet. La première maladie déjà, c'est la réunionite. La réunionite, vous voyez que ça vient de la réunion. Donc la réunionite, c'est tout simplement la première maladie. Ça consiste à faire quoi? À faire plusieurs réunions. C'est-à-dire que avant de prendre une décision ou encore avant de vous fixer des objectifs à atteindre, vous passez votre temps à faire plusieurs réunions sans issue, sans résultat. Voilà. Donc, finalement, votre projet devient un projet consommateur de réunions. Voilà. Devient un projet consommateur de réunions. Ce sont des séries de réunions, des réunions qui s'enchaînent. Et en ce moment, vous ne tenez même pas compte du délai, vous ne tenez même pas compte du temps, parce que vous passez votre temps à faire des réunions. Ici, la seule solution qui est là, lorsque vous voulez, par exemple, vous réunir pour décider, lorsque vous voulez vous réunir pour prendre des décisions ou encore pour vous fixer des objectifs ou encore pour régler un problème ou encore pour trouver une solution à un dysfonctionnement au sein du projet, il faudrait d'abord être bien organisé. Il faudrait d'abord organiser la réunion. La réunion, ça s'organise. On n'improvise pas les réunions. Voilà, c'est ce qui se passe en fait souvent dans les projets ou même dans les entreprises. On n'improvise pas du tout les réunions. Les réunions ne s'improvisent pas. Les réunions s'organisent. Avant d'abord de convoquer, par exemple, une réunion, la première des choses, c'est de faire ce qu'on appelle de présenter déjà l'ordre du jour. L'ordre du jour, ce n'est pas le jour J que les gens doivent prendre connaissance de l'ordre du jour. Au moins quelques heures ou encore 24 heures ou 72 heures avant la réunion, il faudrait déjà donner l'ordre du jour à tous les membres de votre équipe. Au moins, ils ont déjà en fait une idée sur l'ordre du jour. Ils ont déjà une idée sur l'ordre du jour. Il faudrait effectivement désigner quelqu'un, bien évidemment, comme président de la séance, ou bien c'est vous-même qui convoquez en tant que chef de projet ou gestionnaire de projet ou coordonnateur de projet. Alors, vous êtes président peut-être de la séance. Il faut un rapporteur, par exemple. Il faut préciser une durée approximative de la réunion. À quelle heure la réunion doit s'arrêter? À quelle heure la réunion commence? Et c'est pour une durée de combien de temps? Et à quelle heure on doit s'arrêter? Il faut également désigner quelqu'un, un time maker, quelqu'un qui va en fait vérifier le temps de la réunion. Tout ça, c'est pour éviter en fait les dégressions inutiles, par exemple. Voilà, tout ce qui est inutile, c'est pour éviter ça lors de la réunion. Parce que lorsqu'on fait une réunion, on a un objectif à atteindre ou un ensemble d'objectifs à atteindre. Donc, on ne vient pas raconter des futilités, on ne vient pas raconter sa vie, on ne vient pas, en tout cas, c'est pour éviter tout ce qui est inutile dans la réunion. Et ça vous permet d'être beaucoup concentré, ça vous permet de prendre des décisions avant, en tout cas, la fin de la réunion. Et c'est comme ça se passe. Et généralement, qu'est-ce qu'on demande aux gens? On demande aux gens de faire des réunions, même si votre réunion aura une durée de plus de 2 heures, de 3 heures, au moins chaque 1h30, il faut faire une pause. Il faut faire une pause. Cela permet aux gens de mieux se concentrer. Ça permet aux gens de mieux se concentrer, par exemple. Aussi, nous savons que les réunions sont très importantes. Il y a aussi l'utilité des réunions, mais c'est ce que je dis. Les réunions sont très utiles, mais il ne faudrait pas que ce soit des séries de réunions qui n'aboutissent pas à des résultats,
des séries de réunions qui deviennent tout simplement un bouffeur de temps, ça bouffe votre temps, vous n'avez pas de résultats, vous ne prenez pas de décision. Mais si toutefois vous avez des réunions bien organisées, vraiment vous aurez toujours de bons résultats. Par exemple, lorsque je prends un chef de projet, bien évidemment qu'au début d'un projet, et au début de la semaine, par exemple, il doit être capable de réunir les membres de son équipe et de donner, par exemple, l'objectif de la semaine, ce qui doit être fait, l'objectif de la semaine, les objectifs à atteindre dans la semaine. Il doit être capable, en demi de semaine, par exemple, un lundi, déjà de réunir, faire tout simplement un petit briefing, et puis voilà, de ce qui va se passer au cours de la semaine, le programme, et motiver les uns et les autres. Là, ça ne dépasse pas de 5 à 15 minutes, maximum 15 minutes. En fin de semaine également, c'est de réunir encore les membres de son équipe, faire le point, le bilan. Là aussi, ça ne dépasse pas 15 minutes. Donc, vous voyez un peu. Maintenant, si c'est des réunions, il faut prendre des décisions à moins d'1h30. C'est largement suffisant. Voilà. Maintenant, si c'est des réunions vraiment où c'est des débats à ne pas finir, même si ça va aller à 3 heures de temps, qui est déjà trop déjà, parce que plus le temps est long, plus on dit beaucoup de choses qui seront inutiles. Donc, c'est pourquoi il faut vraiment recadrer les réunions. C'est très important. Et je viens de dire ici que au niveau du leadership, j'ai précisé que lorsque vous faites des rencontres, il est intéressant dans la communication plutôt, il est intéressant parce que la réunion, ça fait partie, c'est une forme de communication. Il est important également de faire à tout moment. Voilà pourquoi il faut choisir un rapporteur. Voilà, un rapporteur, il faut toujours faire ce qu'on appelle le rapport de la réunion ou encore le PV, le procès verbal de la réunion. C'est très important. C'est très, très important. Lorsque vous gérez des projets, il faudrait vraiment tenir compte de toutes ces choses-là. Donc, voici la première maladie qui est la réunionite. La deuxième maladie, c'est la décision reportée. Alors, la décision reportée, c'est quoi? Comme vous l'entendez, c'est une maladie qui est un peu semblable à la réunionite. Hein. Voilà, c'est une maladie qui est un peu semblable à la réunionite. La réunionite, vous enchaînez les réunions, vous ne trouvez pas de solution, vous ne décidez pas. C'est-à-dire vous allez reporter la réunion pour une autre date. Vous vous retrouvez encore, vous n'avez pas de décision. Bon, ça revient encore à la décision reportée ici. Donc, cette décision reportée, souvent, c'est dû à quoi? À certains facteurs. D'autres diront qu'on n'a pas assez d'informations pour pouvoir en fait décider. On n'a pas, il nous faut des informations complémentaires. Ou encore, il nous faut l'avis, par exemple, un exemple, il nous faut l'avis du ministre. Il nous faut l'avis, par exemple, de telle direction. Il nous faut l'avis, par exemple, de tel technicien. Donc, du coup, ça va prendre du temps. Pourtant, vous avez un délai à respecter. Vous avez un délai à respecter. Donc, ici aussi, c'est une maladie où il faudrait beaucoup faire attention parce que une seule personne atteinte de cette maladie peut tout simplement bloquer le projet. Une seule personne atteinte de cette maladie peut tout bouleverser. Le processus du projet peut être bouleversé. Ça, c'est clair. Le processus du projet sera bouleversé. Vous n'allez pas pouvoir respecter le délai. Voilà, vous n'allez pas pouvoir, en tout cas, prendre les décisions qu'il faut. Voilà, donc du coup, ça aussi, c'est une maladie qu'il faudrait éviter, la décision reportée. Et comme je viens de dire, souvent, c'est dû à un certain manque d'informations. Rassurez-vous que lorsque vous êtes dans un projet, vous avez l'ensemble de toutes les informations nécessaires. C'est pourquoi on ne peut pas mettre un projet de développement en place sans préalablement faire ce qu'on appelle l'étude de pré-faisabilité, l'étude de faisabilité. Tout ça, ce sont des documents qui vous permettent en réalité d'avoir au moins l'ensemble, tout un ensemble d'informations. Et c'est pourquoi dans les projets, on demande des personnes qualifiées, des personnes qui connaissent, des personnes qui ont un certain niveau de compétences et d'expérience, qui maîtrisent leur domaine. C'est pour éviter ces genres de situations, ces genres de maladies. Par exemple, tout le temps reporté parce qu'on ne maîtrise vraiment pas le domaine, on est chef de projet, mais on ne peut pas décider. On est chef de projet, on n'a pas toutes les informations, on ne sait pas où trouver les informations, on a besoin que tel supérieur hiérarchique vienne lui-même, se déplace lui-même ou encore aller vers lui, avoir les informations nécessaires pour pouvoir décider. Donc, voici aussi une forme de maladie. Alors, pour ce qui concerne la troisième maladie que je vais citer, là, c'est le parapluie lance-roquette. Le parapluie lance-roquette ici, nous avons par exemple deux fonctions pour cette maladie. Voilà. Cette maladie, d'abord, disons que, bon, c'est une maladie, elle protège hein, et ensuite elle lance des roquettes. Voilà, quand je dis elle protège, elle lance des roquettes, il faudrait dire ici qu'un personnel, par exemple, qui est atteint, voilà, ou un chef de projet ou encore un membre de l'équipe qui est atteint de cette maladie, généralement, il a peur en fait de recevoir des coups. Il a peur d'échouer. Vous voyez? Donc, du moment qu'il a peur d'échouer, du moment qu'il a peur de recevoir des coups, qu'est-ce qu'il fait? Il va tout simplement se protéger.
Se protéger revient à faire quoi? Se protéger revient à ne pas décider. Se protéger revient à ne pas prendre des décisions innovantes. Se protéger revient à ne pas risquer. Donc, du coup, il est méfiant. Et quand on est méfiant en tant que chef de projet, quand on est méfiant en tant que coordonnateur de projet, quand on est méfiant et lorsqu'on est membre d'une équipe, bien évidemment qu'on ne va pas prendre des décisions audacieuses. On ne va pas prendre une décision parce qu'on va trop juger. On va dire que c'est une décision, par exemple, qui est risquée. Bien évidemment, on va se méfier. Et lorsqu'on se méfie, bien évidemment que le projet ne va pas aboutir à temps. On ne va pas produire, il n'aura pas de bons résultats. On n'aura pas un bon résultat à la fin. Voilà, ça c'est clair, on n'aura pas un bon résultat parce qu'on travaille juste pour se protéger. Nous sommes en train de travailler juste pour se protéger. Bon, je me protège parce que si ça échoue, on dira que c'est moi. Donc, vous voyez, là, je suis en train de me protéger. Mais en même temps que je me protège, je lance des roquettes. Quand je dis lance des roquettes, c'est quoi? C'est-à-dire, en ce moment, je suis là lorsque ça ne va pas, quelque chose ne va pas, ben c'est les autres, je vois, c'est les autres qui seront en fait à l'origine de ce qui se passe, mais pas moi, parce que moi, je n'ai pas décidé, je n'ai pas pris de décision risquée, j'ai essayé de planifier de telle sorte que, voilà. Et finalement, quelqu'un qui a cette maladie-là voit des ennemis partout. À l'intérieur du projet, il voit des ennemis. Voilà, il s'est dit que dans mon équipe là, j'ai des ennemis, j'ai des gens qui m'observent, j'ai des gens qui sont contre moi. Alors, si je m'amuse, je fais une petite erreur, ben, ces personnes-là même risquent de me créer des problèmes et je ne serai plus coordonnateur, je ne serai plus chef de projet, ou je ne serai plus membre de cette équipe-là. Donc, du coup, je me protège, je ne prends pas de décision. Je dis que c'est une. Je pense que ça sera jugé trop risqué, je ne suis pas audacieux, voilà, etc. Donc, en même temps, je regarde les autres comme mon ennemi. Les autres membres de mon équipe-là sont considérés comme mes ennemis et au moment opportun, bien évidemment, je peux les attaquer. Donc, du coup, c'est un peu ça. C'est une maladie appelée tout simplement le parapluie lance-roquette. Voilà. Alors, vous êtes mieux placé après avoir écouté de me donner des exemples parce que tout ce que je suis en train de dire, certainement que certains ont vécu cela dans des projets. Voilà, vous avez vécu cela dans des projets ou même dans la vie quotidienne, vous avez vécu ces genres de situations. Vous n'allez pas me dire que vous n'avez jamais travaillé en équipe, que vous soyez professionnel ou pas. Au moins une fois, en passant, vous avez travaillé en équipe. Voilà, c'est pourquoi on demande aujourd'hui, à chaque fois lorsqu'on veut recruter des gens, on dit l'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe, c'est très important, c'est pour éviter toutes ces maladies en réalité. Il y a aussi une quatrième maladie appelée le grand yaka. Le grand yaka, c'est quoi? Le grand yaka, c'est généralement une maladie qui, c'est les personnes qui sont atteintes de cette maladie, généralement, sont des personnes qui sont peu expérimentées. Ce sont des personnes qui pensent qu'ils connaissent, mais qui ne connaissent pas. Voilà. Ce sont des personnes qui pensent qu'ils connaissent, mais qui ne connaissent pas. Je m'explique. Le grand yaka, c'est quoi? Parmi vous, dans tous les projets que vous avez peut-être, dans toutes les activités, peut-être que chacun au moins ça a été dans une activité, même lorsqu'on demande un travail de groupe, vous allez voir qu'il y a toujours un élément dans le groupe là qui n'est pas d'accord sur ce que les autres disent. Lui, il est toujours là pour dire qu'il n'y a qu'à faire ça. On peut faire ceci, on peut faire cela. Pourquoi ne pas faire ça? Mais quand on lui demande de proposer la solution, il est incapable. Quand on lui demande, toi tu dis, il n'y a qu'à faire ça, il n'y a qu'à faire ça, il n'y a qu'à faire ça. Bon, il n'y a qu'à, c'est pour se moquer. Hein. Il n'y a qu'à faire ça, mais le il n'y a qu'à faire ça là. Toi-même, propose-nous une solution. Il dira toujours qu'il n'a pas la solution, mais lui, il ne pense pas que ce qu'on propose est le bon. Il y a eu toujours ce genre d'éléments-là, ou ce genre de personnes dans un groupe. Et vous voyez, ces genres de personnes, généralement, ce sont des gens de personnes qui n'ont pas d'expérience. Ce sont des gens de personnes, en réalité, qui, en réalité, sont en train de masquer en réalité, leur manque d'expérience. Voilà. Et généralement, ce sont des personnes qui pensent qu'ils connaissent. Ce sont des personnes qui ont souvent ce complexe de supériorité. Ils se disent qu'ils sont supérieurs aux autres membres de l'équipe. Donc, généralement, quand vous avez affaire à une personne comme ça dans votre équipe, et que vous n'identifiez pas cette personne pour savoir que cette personne souffre de cette maladie, et essayez-vous, en tant que chef d'équipe, là, de faire un bon diagnostic et de remettre en fait cette personne sur la bonne route. Bien évidemment que votre projet ne va pas aboutir, hein, parce que ça sera quelqu'un qui va vous faire perdre beaucoup de temps. Parce que généralement, ce ne sont pas des personnes qui, en réalité, ont la notion du temps. Ils n'ont pas la notion du temps, ils n'ont pas la notion du volume du travail. Donc, pour eux, parce qu'ils n'ont pas d'expérience de toutes les façons. Voilà. Ils ne savent pas qu'il y a une décision à prendre. Voilà. Donc, c'est une maladie également qu'il faudrait également faire attention à cette maladie. Et il y a aussi la maladie que nous appelons, par exemple, la remise en cause
perpétuelle des étapes validées. Bon, là, au moins, ça, c'est une maladie qui est fréquente dans pratiquement tous les projets. En réalité, c'est une maladie ceux qui sont atteints de cette maladie-là jouent le rôle de censeur. Jouent le rôle de censeur. Lorsqu'on a ces symptômes, généralement, il est souvent nécessaire de se réunir parce que ce sont des personnes qui sont là pour valider ou invalider. Voilà. Donc, on est là, est-ce que la décision qui a été prise, elle est bonne ou pas? Donc, en ce moment-là, il faudra tout simplement rencontrer, voilà, pour éviter cette situation, il faudrait inviter tous les membres ou les parties prenantes de l'équipe ou du projet, essayer de recentrer le débat, maintenant trouver une autre méthode ou méthodologie qui peuvent en tout cas assurer tout le monde pour qu'au moins chacun puisse vraiment donner son avis, pour que tout le monde puisse en tout cas approuver l'idée, approuver le projet, approuver les objectifs. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est la seule solution. Lorsqu'on vous dit que bon, ce n'est pas valable, ce n'est pas ceci, voilà. C'est comme par exemple lorsque nous prenons dans un projet le milieu interne et le milieu externe. Le milieu externe, ce sont la population, les bailleurs de fonds. Vous voyez, il faudrait vous asseoir. Voilà, si toutefois la population n'est pas d'accord, il faudrait vous asseoir. Il faudrait vous asseoir parce que ça veut dire si la population n'est pas d'accord, le projet que vous voulez tout simplement mettre en place, bien évidemment que le projet ne va pas aboutir. Vous n'allez même pas commencer parce que la population n'est pas d'accord. Donc, il faut tout simplement faire asseoir la population, faire asseoir, en tout cas, quand je dis la population, c'est la représentation de la population parce qu'on ne peut pas appeler toute la population. Maintenant, essayez maintenant tout simplement de permettre à tout un chacun, en tout cas, chacun donne son avis, vous essayez de recentrer le débat jusqu'à ce que vous puissiez trouver en fait des solutions. Voilà, donc voici quelques maladies que je peux citer. En dehors de ces maladies aussi, il y a aussi des dérapages. Voilà, il y a des dérapages et souvent des acteurs. Voilà, toujours dans le cadre ça peut être le chef de projet, ça peut être les membres de l'équipe, par exemple, il peut y avoir des dérapages. Alors, ces dérapages-là, souvent, nous parlons par exemple du syndrome de Lapi. Le syndrome de Lapi, par exemple, c'est le premier dérapage que nous allons citer ici, le syndrome de Lapi, le premier dérapage. Le syndrome de Lapi ici, il faudra dire que chacun voit les autres comme des opposants. Vous êtes dans un projet, mais les membres même de votre équipe, vous les voyez comme des opposants. Vous les voyez comme des opposants, vous ignorez que ce sont des personnes qui sont vos alliés. Vous devez vous arrêter, c'est une équipe. Voilà pourquoi on parle d'équipe. On parle d'équipe, donc tout le monde, quand on parle d'équipe de football, là, l'équipe de football, c'est-à-dire qu'un seul joueur ne peut pas, par exemple, gagner. C'est une équipe. C'est une équipe. Donc, ce sont des personnes qui jouent ensemble jusqu'à ce qu'ils marquent un but. Donc, du coup, si toutefois, vous voyez déjà vos collaborateurs comme des opposants, vous voyez vos collaborateurs ou un collaborateur comme un rival, bien évidemment que vous n'allez pas vous en sortir. Hein. Vous n'allez pas vous en sortir. En réalité, le collaborateur qui est en face de vous, c'est votre allié. Que ce soit à l'interne, que ce soit à l'externe, les partenaires, ce sont vos alliés. Et la population, c'est votre allié. Si une population est contre la réalisation d'un projet, bien évidemment que vous ne pouvez pas voir cette population-là comme opposant en tant que telle. Il faudra trouver les solutions pour faire l'alliance avec la population. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Et ensuite, nous avons ce qu'on appelle le syndrome d'évitement. Le syndrome d'évitement, bon, ça existe. Imagine, vous êtes dans un projet, alors peut-être qu'on ne se connaît pas. Voilà, on ne se connaît pas. Par exemple, moi, je suis là, Ahmed Koulibaly, j'arrive et j'ai par exemple une nouvelle équipe que je dois en fait gérer en tant que coordonnateur du projet. Du moment qu'on ne se connaît pas, on se regarde, on s'observe, lorsqu'on veut mener un débat, les autres membres de l'équipe essayent d'éviter le débat. Et déjà, il y a l'évitement physique, il y a l'évitement intellectuel. Lorsqu'il y a un débat, il y a les gens qui se réservent, ils ne veulent pas parler parce que j'évite l'autre. Voilà, parce que je suppose que, bon, on vient juste de se connaître et je suppose que peut-être c'est mon adversaire. Bon, voilà, ça arrive généralement dans des projets. Et quand c'est comme ça, quand on a cet esprit-là, bien évidemment qu'on aura toujours des désaccords. On n'aura pas d'accord dans tout ce que nous allons décider, par exemple. Donc ça arrive, le syndrome d'évitement, ça existe également dans les projets. Il y a le syndrome du catalogue. Bon, le syndrome du catalogue, ça c'est clair. C'est la même chose comme le second exemple que j'ai cité par rapport au syndrome d'évitement. Là, par exemple, il suffit que je suis, par exemple, coordonnateur de projet ou je suis dans une équipe, je viens juste d'arriver. Et du coup,
lorsque je prends la parole ou par exemple toutes les décisions que je dois prendre ou tout ce que je dois prendre comme décision, j'ai l'impression que les autres, au lieu de se concentrer sur ce que nous sommes en train de faire comme travail, sont plutôt concentrés sur leur catalogue pour peut-être chercher d'où je viens, et quel est mon CV, et quel est mon niveau d'études, quel est le nombre d'années d'expérience que j'ai eu. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, c'est comme ça. C'est comme nous-mêmes, nous sommes en groupe, peut-être nous sommes en train de travailler, nous sommes en train de donner une formation. Peut-être pendant ce temps, il y a des gens qui sont en train de chercher, bon, ce monsieur-là, je vais fouiller, voir son nom c'est quoi, son prénom c'est quoi, d'ailleurs, il a quel niveau d'études, il fait quoi, etc. Au lieu de se concentrer sur ce qui est en train d'être fait, on est plutôt concentré à fouiller sur la vie de la personne pour voir quel est le niveau d'études, quel est le niveau de compétences, quel est le niveau d'expérience de la personne, ou même la personne vit où, voilà, quelle est la nature de la personne. C'est un peu ça. Là, en ce moment, vous êtes en train de vous concentrer sur ce qui ne peut pas vous amener, ce qui ne peut pas faire évoluer le projet. Parce que là, vous êtes assis, vous voulez décider en fait. Vous voulez décider, mais pendant ce temps, vous n'êtes pas concentré sur la décision, vous êtes plutôt concentré sur la personne. Donc, vous voyez, donc, il y a des gens qui sont plutôt concentrés sur une personne que sur le travail de la personne. Et là, quand c'est comme ça, bien évidemment que le projet ne va pas aussi aboutir. Quand je dis aboutir, c'est quoi? C'est que vous n'allez pas vite atteindre vos objectifs. Voilà. Il y a aussi le syndrome de la frénésie. Le syndrome de la frénésie, généralement, c'est lorsque vous avez été aussi sûr de vous. C'est-à-dire, vous prenez une décision, vous êtes tellement sûr de vous, et finalement, vous vous mettez à travailler comme un amateur, sans méthode, sans précision, sans préparation. Ça arrive. Parce que, par exemple, on dit, tel monsieur chef de projet, il est le meilleur, il est excellent, il est tellement sûr de lui qu'il est nommé chef de projet dans une autre localité, et arrivé, il se met à travailler comme un amateur parce qu'on a tellement fait ses éloges qu'il est tellement sûr de lui, il travaille sans méthode, sans précision, sans préparation, et au final, le projet échoue. Voilà, donc c'est d'éviter également ce syndrome de la frénésie-là. Ne soyez pas aussi trop sûr de vous. Ça aussi, c'est important. On dit vraiment qu'il faut avoir confiance en soi, mais la confiance en soi n'exclut pas le contrôle de soi. Voilà. Il y a aussi le syndrome de la tétanie. Le syndrome de la tétanie, c'est quoi? C'est lorsque vous avez reçu assez de coups bas. Voilà. Vous êtes dans un projet, vous avez travaillé en équipe, vous avez travaillé avec des gens, voilà. Puisque j'ai l'habitude de dire que gérer le personnel est plus difficile que gérer l'argent. La gestion des ressources humaines, ce n'est pas une gestion facile. La gestion d'une équipe n'est pas une gestion facile. Gérer des milliards, c'est plus facile que gérer une petite équipe. Ce n'est pas du tout facile. Donc, imaginez, vous avez été dans des équipes, vous avez travaillé avec votre expérience que vous avez et vous avez osé prendre des décisions, vous étiez, par exemple, vous avez un bon comportement et il se trouve que pendant ce temps, il y a des gens qui vous faisaient des coups bas. Et vu l'expérience que vous avez eue, vous avez été choqué et maintenant vous perdez confiance, vous perdez toute votre capacité à penser, à réfléchir et finalement, vous ne vous donnez jamais à fond dans un projet. Voilà, ça vous intéresse peu. Ce qui vous intéresse, c'est quoi la tâche qu'on vous demande et le salaire qu'on vous donne. Sinon, le reste, là, ça ne vous intéresse pas. Voilà, là, c'est le syndrome, par exemple, de la tétanie. Il y a aussi le syndrome de la boîte à claques. Bon, le syndrome de la boîte à claques, là, ça revient un peu aux critiques. Les gens qui sont toujours là pour critiquer le projet, pour critiquer les idées, pour critiquer, voilà, eux sont là pour critiquer, mais souvent, il n'y a pas de solution qu'ils proposent. Voilà, et généralement, ce sont des personnes qui rejettent la faute ou encore, lorsqu'il y a un problème, aux autres. Ils disent que ce sont les autres en réalité. Donc, la responsabilité, ce sont les autres. Ce n'est pas lui, ce sont les autres. Donc, en fait, ce sont des personnes en réalité atteintes, les personnes atteintes de cette maladie-là refusent de s'assumer. Voilà, refusent en tout cas d'assumer leurs responsabilités et sont permanemment en train de critiquer. Et même critiquer même les piliers même du projet. Voilà, ils sont capables de le faire. Donc, voici quelques maladies et quelques syndromes à éviter lorsque vous êtes chef de projet ou encore lorsque vous êtes membre d'une équipe. Voilà. Et vous, en tant que chef de projet, vous, en tant que gestionnaire de projet, vous, en tant que coordonnateur de projet, alors, il suffit de relire ce qui a été dit. Vraiment, c'est vrai que ça a été une communication, je ne sais pas si ça a été rapide ou pas, mais il suffit tout simplement rapide parce que lorsqu'on fait l'enregistrement, en même temps, on est en salle, on a aussi des étudiants qui font du bruit, donc on essaye d'aller pas plus vite, hein, mais on essaye de faire le maximum pour que
vous puissiez comprendre. Et j'espère bien que le message est passé par rapport à ce que je dis. Et je reste en tout cas à votre disposition par rapport aux questions, par rapport aussi aux suggestions, par rapport aux apports, par rapport aussi au partage d'expérience. Alors, je souhaiterais que chacun puisse partager son expérience par rapport à tout ce qui a été dit comme maladie, par rapport à tout ce qui a été cité comme syndrome. Chacun puisse partager son expérience. Vous avez tous eu des expériences par rapport à ce que je dis. Voilà, vous avez travaillé en équipe. Même si vous n'êtes pas professionnel, vous avez été dans des équipes, vous avez fait des travaux, des groupes à l'université comme à l'école, vous avez travaillé avec des gens. Donc, du coup, je pense que chacun peut partager son expérience par rapport aux maladies et aux syndromes. Et en fonction de l'expérience de tout un chacun, vous allez maintenant me situer l'expérience que vous avez vécue. Vous pensez qu'il s'agit de quelle maladie ou vous pensez qu'il s'agit de quel syndrome? Merci à tous et merci pour l'écoute, merci pour votre attention et à bientôt pour la suite de la formation.